si vous rencontrez un jour mon cousin Brandon, vous l'aimerez probablement. Ou, du moins, vous penserez l'aimer, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. C'est le genre de type qui entre dans une pièce comme si elle lui appartenait, qui lance des noms connus comme on jette de la petite monnaie, et qui, d'une manière ou d'une autre, finit toujours sous les feux de la rampe, même quand personne ne l'a invité au départ. En grandissant, il était cet enfant-là. Celui qui avait le dernier iPhone, avant même que le reste d'entre nous sache qu'un nouveau modèle allait sortir. Celui qui n'était jamais puni, parce qu'il avait du potentiel. Celui dont les erreurs n'étaient que de la jeune ambition, alors que les miennes étaient de mauvais choix. Oui, ce genre de cousin. Je m'appelle Ryan. J'ai 33 ans aujourd'hui. Mais tout cela a commencé quand j'avais environ 7 ans. J'étais assis à la table des enfants pendant Thanksgiving, pendant que Brandon se vantait du nouveau kart que son père lui avait acheté, juste comme ça, sans raison. Je me souviens encore que la sauce au canneberge, dans mon assiette, ressemblait à du sang, quand je la piquais un peu trop fort avec ma fourchette en plastique. Je détestais la façon dont tout le monde riait avec lui, alors qu'il énumérait tout ce qu'il avait reçu ce mois-là comme s'il s'agissait d'un décret royal. Mais je n'ai rien dit. Pas à ce moment-là. Brandon était l'enfant unique de la sœur aînée de ma mère, ce qui, dans notre famille élargie, faisait pratiquement de lui le prince héritier. Tante Linda était l'une de ces matriarches de banlieue chic, qui s'habillait comme si chaque événement était un gala de charité, et qui parlait avec le rythme lent et délibéré de quelqu'un ayant l'habitude que les gens boivent ses paroles. Elle avait épousé l'oncle Greg, un avocat doté d'une ruse suffisante pour mettre un serpent mal à l'aise. À eux deux, ils ont créé Brandon, l'enfant roi. Pendant ce temps, ma mère m'élevait seule, après que mon père a pris la fuite avant même ma naissance. Nous n'avions pas grand-chose. Les vêtements de seconde main, les livres de la bibliothèque, et les rêves d'occasion, c'était à peu près notre seule monnaie d'échange. Mais nous avions du cran, et nous avions l'un l'autre. Pourtant, chaque réunion de famille nous rappelait que nous étions tout juste tolérés, comme des invités qui s'attardent un peu trop. Tante Linda oubliait toujours de nous préciser le code vestimentaire. L'oncle Greg faisait de petites remarques sur la difficulté de s'en sortir avec un seul salaire. Et Brandon, dès le collège, avait perfectionné l'art du compliment empoisonné. Oh, sympa tes chaussures, Ryan. C'est du vintage. Au moment où nous sommes entrés au lycée, le fossé entre nous n'était plus seulement financier. Il touchait à tout. Il était capitaine de l'équipe de débat. Ses parents lui ont acheté une BMW flambant neuve pour ses 16 ans, et il avait un coach en admission universitaire dès sa seconde. De mon côté, je retournais des steaks hachés après les cours, essayant d'économiser pour une Corolla 2002 cabossée, que j'avais repérée dans la cour d'un voisin. Je ne le détestais pas, exactement. C'était plus complexe que cela. J'éprouvais de la rancœur pour ce qu'il représentait, pour ce qu'on lui servait sur un plateau, et pour ce que je devais arracher de haute lutte. Thanksgiving est devenu un rituel d'endurance. Ma mère préparait son gratin de haricots verts et sa fameuse tarte aux noix de pécan, elle mettait son plus beau pull acheté chez Target, et elle souriait face aux piques passives-agressives. Je lui demandais parfois pourquoi nous continuions à y aller, et elle répondait simplement, parce que la famille reste la famille. Et parfois, être présent est la meilleure des vengeances. Je ne comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, oui. Cette année-là, cependant, lors de ce Thanksgiving précis, tout a changé. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre comment j'ai passé la dernière décennie. Pendant que Brandon partait pour une université de l'Ivy League, accumulait les contacts LinkedIn comme des cartes Pokémon, et commençait à travailler dans le conseil pour les amis de son papa, moi, j'ai fait profil bas. Je ne publiais presque rien sur les réseaux sociaux. Je n'allais pas aux réunions d'anciens élèves. Je n'ai dit à personne, à part à ma mère, ce que j'étais en train de bâtir. De l'extérieur, j'étais juste le cousin discret, qui bossait probablement dans l'informatique ou un truc du genre. Personne ne posait de questions. Tout le monde s'en fichait. En coulisses, je travaillais d'arrache-pied. J'ai appris à coder par moi-même à l'université, parce que je n'avais pas les moyens de me payer des cours supplémentaires. J'ai enchaîné les contrats en freelance comme si ma vie en dépendait. J'ai noué des contacts, lancé des produits, échoué, relancé, échoué encore, et j'ai continué. J'ai fondé ma propre entreprise de logiciels à 25 ans, j'ai raclé les fonds de tiroir pour réunir un capital d'amorçage en pitchant lors de soirées scènes ouvertes, et j'ai vécu de nouilles ramen et de ténacité. Et, après des années de rejet quasi constant et de nuits blanches,
j'ai enfin eu ma chance. Puis une autre, et encore une autre. L'effet boule de neige a opéré. À 32 ans, je dirigeais 3 équipes réparties sur 2 continents, j'avais un directeur technique en qui j'avais une confiance aveugle, et une valorisation d'entreprise tournant autour des 25 millions d'euros. Mais, malgré tout, je n'ai rien dit à la famille. Ce n'était pas pour me cacher. C'était pour avoir la paix. Sauf que la paix n'a jamais été une option, dès lors que Brandon était dans les parages. Cette année-là, le dîner de Thanksgiving se tenait dans l'immense villa de tante Linda, comme toujours. Les mêmes plans de travail en granit, la même argenterie méticuleusement polie, et le même sourire suffisant sur le visage de Brandon. Il était appuyé contre l'îlot central de la cuisine, faisant tourner un verre de pinot hors de prix, comme s'il présentait une émission de télé-réalité sur les membres pénibles de la famille. « Oh, salut, Ryan », a-il dit quand je suis entré, comme si j'avais erré là par hasard depuis la rue. « Tu vis toujours en ville ? Tu fais toujours ton petit truc dans la tech ?» J'ai souri. « Ouais, toujours sur le coup. » « Bien joué, mec. » La persévérance, c'est la clé. Même si ça ne rapporte pas gros, au moins tu es ton propre patron, pas vrai ? J'ai hoché la tête. Il a eu un rictus. Nous avons échangé des banalités. Enfin, lui parlait, et moi j'écoutais. Il a parlé de sa nouvelle Audi, de son week-end dans les Hantons, de la fille qu'il fréquentait, qui était mannequin à mi-temps, mais pas le genre bas de gamme d'Instagram. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste laissé déblatérer. Il a toujours aimé s'écouter parler. De temps en temps, il glissait des commentaires qui piquaient comme des moustiques. Agaçants, faciles à ignorer sur le moment, mais qui s'accumulaient vite. Tante Linda a appelé tout le monde à table. Le placement était, comme toujours, d'une stratégie suspecte. Brandon en bout de table, tante Linda à sa droite. Ma mère et moi étions relégués sur le côté, comme des invités purement décoratifs. On s'est passé les plats, on a fait la prière, on a tenu des conversations polies. Et, juste au moment où j'attrapais la farce, Brandon a balancé sa première vraie pique. « Dis, Ryan », a-t-il lancé, assez fort pour que même les cousins à l'autre bout de la table s'arrêtent de parler. « T'as jamais pensé à faire un truc plus stable ? Tu sais, un vrai boulot, avec des avantages sociaux. » Il y a eu un instant de silence. La fourchette de ma mère est restée en suspens en l'air. « Je m'en sors bien », ai-je répondu prudemment. « Je veux dire, oui, mais tu as quoi, la trentaine ? Sans vouloir te vexer, à un moment donné, le rêve de la start-up, ça devient un peu. » Il a laissé sa phrase en suspens, avec un haussement d'épaule et un sourire faussement désolé. « C'est juste pour ton bien, mec. » Tante Linda a gloussé. Il a toujours été un si grand rêveur, notre Ryan. Mais c'est bien d'avoir de la passion, même si ça ne mène pas toujours quelque part. La sauce au canneberge dans mon assiette a de nouveau ressemblé à du sang. J'ai souri. À peine. Merci pour votre inquiétude, mais je ne suis pas trop inquiet. Oncle Greg est intervenu. Tu vis toujours dans ce vieil appartement que ta mère t'a aidé à payer, il y a quelques années ? Elle ne m'a pas aidé, ai-je rétorqué, plus sèchement que je ne le voulais. Je l'ai payé moi-même. Il a levé les sourcils, mais Brandon a enchaîné avant que la tension ne retombe. Tu sais ce que tu devrais faire, a-t-il dit, les yeux brillants d'un faux enthousiasme. Prends des cours de commerce. Trouve-toi un mentor. Je pourrais te présenter quelques gars de mon école. Ils cherchent toujours des assistants ou des développeurs juniors. Merci, ai-je dit. Mais ça ira. C'est là qu'il a ri. Il a vraiment ri. Allez, mec. Sois réaliste. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. On est en famille. Quelque chose a vacillé en moi. Pas de la colère. Pas encore. Mais une sorte de prise de conscience. Un compte à rebours venait de s'enclencher au fond de mon esprit. Il a continué à parler de son bonus à 6 chiffres, de son portefeuille d'investissement, de la maison de plage qu'il envisageait d'acheter pour le premier trimestre. Il lâchait des termes comme « actifs sous gestion » et « portefeuille diversifié », comme s'il assaisonnait la dinde avec. Et, pendant tout ce temps, ma mère est restée silencieuse. Elle a continué à manger, a continué à sourire. Je savais ce qu'elle pensait. Je savais qu'elle voulait que je laisse couler. Mais quelque chose dans cette soirée, peut-être le vin,
peut-être les années passées à retenir ma langue, ou peut-être simplement l'arrogance pure dans la voix de Brandon, m'a fait m'arrêter. Parce que j'avais un secret. Un secret que je n'avais confié à aucun d'eux. Un secret qui changerait tout, si je le balançais au milieu de ce dîner parfaitement orchestré, comme on dégoupille une grenade. J'ai regardé Brandon de l'autre côté de la table, toujours en train de blablater, toujours aussi suffisant, et j'ai souri. J'en avais fini de me taire. Mais je n'ai pas parlé tout de suite. Pas encore. D'abord, je voulais m'assurer qu'il m'écouterait vraiment, et l'occasion s'est présentée plus vite que prévu. Brandon avait toujours cette façon de transformer une conversation normale en une représentation théâtrale. Chaque phrase était une mise en place, chaque détail une fausse modestie, et chaque compliment une attaque voilée. Après des années à subir cela, on pourrait penser que j'étais anesthésié. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce n'était pas seulement la façon dont il me regardait, comme si j'étais toujours ce gamin gringalet mangeant dans une assiette ébréchée sur la table pliante. C'était la façon dont tous les autres le regardaient. Admiratif, indulgent, comme on regarde son animal de compagnie préféré faire un nouveau tour. Il était au milieu d'une histoire sur une fête sur un yacht à Miami, le genre d'endroit où on ne poste pas de photos, si tu vois ce que je veux dire, quand tante Linda l'a interrompu. Brandon, mon chéri, tu leur as parlé de la Mercedes. Il a souri de toutes ses dents, a essuyé sa bouche avec sa serviette, comme une sorte de royauté tordue, et s'est adossé à sa chaise. Oh, c'est vrai. Ouais, j'ai pris la AMG le mois dernier. Elle n'est même pas encore sortie aux États-Unis. Un de mes clients a tiré quelques ficelles. Quelqu'un en bout de table a sifflé d'admiration. Mon oncle Harry. C'est mon garçon, a-t-il dit en levant son verre. Pendant ce temps, ma mère était assise en face de moi, découpant sa dinde en petits morceaux réguliers, comme si cela empêchait ses mains de trembler. Elle détestait ces conversations, surtout quand elles se transformaient en un étalage de tout ce que Brandon possédait et que je n'étais pas censé avoir. Non pas qu'elle disait quoi que ce soit. Elle ne le faisait jamais. C'était sa façon de faire. Endurer avec grâce. Mais ce n'était pas de la grâce. C'était autre chose. C'était de l'humiliation, enveloppée dans des serviettes en lin, servie avec des patates douces et des sourires narquois. Et toi alors, Ryan, a demandé Brandon, en se tournant vers moi avec une curiosité théâtrale. Tu fais toujours des trucs de code. J'ai bu une gorgée d'eau. Je dirige toujours mon entreprise, ouais. Oh, d'accord. Il a penché la tête. Du freelance? Ou des produits? Des SaaS basés sur des intégrations d'API, pour des plateformes évolutives. Il a cligné des yeux. Puis, il a regardé autour de la table, comme si je venais de réciter un sortilège en latin. Mec, tu as toujours été le technicien de la famille. Tante Linda a poussé un rire poli, comme si j'avais fait une blague. Puis, le coup que je n'avais pas vu venir m'a frappé comme une gifle. D'ailleurs, a-t-elle dit, en se tournant vers ma mère avec la voix de quelqu'un qui commande des échantillons de papier peint. Linda Cavanaugh. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Son fils travaille pour Amazon maintenant. Temps plein, stock option. Tu dois être si fier, Ryan. Ma mère a levé les yeux, confuse. Puis elle a esquissé un sourire pincé. C'est bien. Mais Ryan s'en sort très bien par lui-même. Tante Linda a balayé l'air de la main. Oh, bien sûr. C'est juste agréable de voir les jeunes trouver quelque chose de sûr de nos jours. J'ai serré les mâchoires. Sûr. Encore ce mot. Comme si j'étais une bombe à retardement, faite d'opportunités manquées et de mauvaises décisions. Comme si je ne savais pas ce que je faisais de ma vie. Comme si tout ce que j'avais construit n'était qu'un projet secondaire, que j'abandonnerais quand je serais adulte. Brandon a saisi la perche. En fait, maman, en parlant de stabilité, je voulais te demander un truc, Ryan. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, sa voix descendant vers quelque chose de faussement sincère. Tu n'as jamais pensé à vendre? Je connais des investisseurs qui rachètent des micro-entreprises comme la tienne. Tu pourrais te faire, je ne sais pas, 6 chiffres, peut-être de petits 7 chiffres si tu joues bien tes cartes. Ma mère m'a regardé, l'inquiétude se lisant sur son visage. J'ai pris une grande inspiration. Nous avons dépassé les 20 millions d'euros de revenus récurrents annuels au trimestre dernier. Silence.
C'était le genre de silence qui tombe lourdement, et qui se brise en une douzaine de regards confus. Même le tintement de l'argenterie s'est arrêté. Brandon a cligné des yeux. Pardon, quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Les revenus récurrents annuels ont dépassé les 20 millions d'euros. Nous avons clôturé une levée de fonds de série B il y a 6 mois. L'oncle Greg a lâché un rire, bref et sec. Tu plaisantes. J'ai secoué la tête. Non. Nous sommes valorisés juste en dessous de 25 millions d'euros en ce moment. Nous prévoyons un rachat dans les 18 prochains mois. Un autre moment de silence. Tante Linda avait l'air de quelqu'un qu'on venait de gifler avec une cuisse de dinde froide. La bouche de Brandon s'est ouverte, puis refermée. Ma mère m'a fixé avec de grands yeux. Tu ne m'as jamais dit ça. J'ai haussé les épaules. Je ne pensais pas que quiconque voulait entendre parler de mon petit truc dans la tech. Brandon s'est renfrogné. C'est. Allez, mec. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les valorisations. Il te faudrait quoi? Des équipes, des bureaux, des avocats, des comptables. Nous avons tout ça, ai-je répondu calmement. Nous avons externalisé les premières années, puis nous avons internalisé. Nous avons 3 bureaux aujourd'hui. À Amsterdam, Austin et Singapour. 48 employés à temps plein, 39 prestataires. Il s'est adossé à sa chaise, son petit sourire tressaillant, comme s'il était sur le point de s'effondrer en quelque chose de beaucoup moins beau. Alors, tu es en train de me dire que tu es assis sur 25 millions d'euros. Je dis que l'entreprise l'est. Je me verse un salaire modeste. La majorité est en capital. Tante Linda, béni soit son âme glaciale, s'est reprise la première. Eh bien, a-t-elle dit, en attrapant la bouteille de vin. En voilà une nouvelle. Mais l'ambiance avait changé. On pouvait le sentir, comme si quelqu'un avait coupé le courant, et que toutes ces façades brillantes commençaient à s'assombrir. Personne ne savait vraiment quoi dire, à part Brandon. Il s'est levé, a fait le tour de la table, et m'a tapé dans le dos comme si nous étions de vieux potes d'université. Eh ben, putain, cousin, s'est-il exclamé bruyamment. Je suppose que je t'ai sous-estimé. J'ai souri, mais cela n'a pas atteint mes yeux. Je suppose que oui. Cela aurait dû s'arrêter là. Un changement net, une nouvelle dynamique, peut-être même un peu de respect. Mais Brandon n'était pas fait pour ça. Et tante Linda non plus. L'ambiance du dîner ne s'est pas améliorée. Le dessert s'est déroulé dans un silence étrange. Brandon a essayé de ramener la conversation sur un terrain familier. Tu as déjà rencontré Elon? Tu devrais lui parler. Mais sa voix semblait fragile, comme quelqu'un qui essaie de garder l'équilibre sur une plaque de glace fissurée. Tante Linda, de son côté, a tenu à mentionner que le nouvel appartement de Brandon avait des sols chauffants en marbre et d'authentiques carreaux Versace dans la salle de bain. C'était l'équivalent verbal de jeter une bombe à paillettes, en espérant que nous serions tous impressionnés. Nous ne l'étions pas. Quand les invités ont commencé à partir, ma mère et moi avons aidé à débarrasser la table. Elle ne disait pas grand-chose, elle m'a juste adressé un petit signe de tête, qui voulait dire bien plus que des mots. Mais, alors que je rapportais le dernier plateau de la salle à manger, je l'ai entendu. Sérieusement, qui cache un truc pareil à sa propre famille? La voix de tante Linda, acerbe, murmurait à travers des dents serrées. C'est trompeur, c'est manipulateur. Il essaie juste de se faire mousser, a marmonné Brandon. Il a probablement inventé la moitié de tout ça. Je me suis arrêté derrière le mur, hors de vue. Tu sais, il copiait mes devoirs au collège, a ajouté Brandon. Je te jure, maman. Ce type est un escroc. Mes mains se sont crispées sur le plateau. Il a toujours été comme ça, a répondu tante Linda. A rôdé dans l'ombre, attendant de faire une scène. Regarde ce soir. À Thanksgiving, de tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lâche un chiffre pareil devant tout le monde. Tout le monde. C'est de mauvais goût, inutile, et franchement, je n'y crois pas, une pause. Ça aurait dû être Brandon, a-t-elle chuchoté. C'est lui qui a de vrais contacts. C'est à ce moment-là que je suis entré dans la pièce. Ils se sont figés, tels des acteurs pris en flagrant délit hors de leur rôle. Je n'ai pas crié. Je n'ai accusé personne. Je les ai juste regardés, tous les deux, droit dans les yeux.
Je l'ai construit à partir de rien, ai-je dit calmement. Pas de fonds fiduciaires, pas de réseau, pas d'aide. Et la seule raison pour laquelle je n'ai rien dit avant ce soir, c'est parce que j'essayais de protéger ça. J'ai fait un geste englobant la pièce. Cette illusion de famille. Brandon a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Je pensais que, peut-être, si je restais silencieux assez longtemps, vous arrêteriez de me voir comme le gamin pauvre dans son coin. Mais maintenant, je comprends. Il ne s'est jamais agi de moi. Il s'agissait de garder Brandon sur son piédestal. Tante Linda s'est redressée. Ryan, ce n'est pas juste. Non, ai-je répondu. Ce qui n'est pas juste, c'est de regarder ma mère subir vos condescendances pendant 20 ans. De vous écouter vous moquer de nos vêtements, de nos emplois, de nos vies, tout en prétendant que c'est pour rire. Ça s'arrête ce soir. Je me suis retourné pour partir, mais Brandon a alors marmonné, ça ressemble quand même à un coup de chance. Je me suis arrêté. Pardon ? Il a haussé les épaules. N'importe qui peut avoir de la chance. Ça ne te rend pas spécial. Je l'ai fixé. Vraiment fixé. Et, à cet instant, je l'ai vu. La fissure. L'insécurité sous tout ce vernis. Parce que la vérité, c'est qu'il avait besoin de croire que c'était de la chance. Il le fallait. Sinon, il devrait affronter ce que j'avais accompli avec rien, alors qu'il s'était laissé porter avec tout. Je vais te dire un truc, ai-je lâché. Je t'emmènerai faire un tour au bureau la semaine prochaine. Peut-être que le voir de près t'aidera. Il a ri, mais cela sonnait creux. Je suis sérieux, ai-je ajouté en m'approchant d'un pas, je te laisserai même faire un pitch. On recrute des stagiaires. Son sourire en coin s'est évaporé. Et c'est là que l'oncle Greg est entré, un verre à la main, demandant « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ma mère est arrivée juste derrière lui. Puis, comme si l'univers voulait graver ce moment dans l'histoire de notre famille, Brandon a explosé, « Tu sais quoi ? Je me casse. » Il est sorti en trombe, littéralement, il a attrapé son manteau, et il a claqué la porte. Tout le monde dans le salon nous dévisageait. Et tante Linda, elle s'est tournée vers ma mère, pour dire, c'est pour ça qu'on ne mélange pas ambition et insécurité. Ensuite, l'oncle Greg a balancé son verre par terre, marmonnant, incroyable. Tous les regards étaient braqués sur nous à présent. Ma mère a pris ma main. Et, à cet instant, j'ai réalisé que nous avions franchi une ligne de non-retour. Le trajet du retour, cette nuit-là, a été silencieux. Trop silencieux. Maman n'a rien dit au début. Elle regardait simplement par la fenêtre, les mains croisées sur les genoux, son expression indéchiffrable. Le seul bruit était le doux bourdonnement de la voiture, et le craquement occasionnel des feuilles sous les pneus, alors que nous tournions dans les rues sombres menant à notre quartier. Je voulais dire quelque chose, m'excuser peut-être, ou expliquer pourquoi j'avais finalement rompu le silence après toutes ces années. Mais une part de moi n'arrivait pas à savoir si elle était en colère, ou simplement fatiguée. Fatiguée d'endurer. Fatiguée de retenir son souffle, depuis 2 décennies, chaque fois que nous entrions dans cette villa de parvenus, comme si nous n'y avions pas notre place. Fatiguée de faire semblant que nous étions juste reconnaissants d'être invités. Quand nous nous sommes enfin garés dans l'allée, elle a parlé si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai coupé le moteur. Je sais. Elle m'a regardé. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient humides. Mais je suis heureuse que tu l'aies fait. Nous sommes restés là encore un moment. Puis elle est descendue, et elle est entrée dans la maison, ne portant rien d'autre que le plat à tarte qu'elle avait préparé plus tôt dans la journée. Intact, bien sûr. Personne n'y avait même jeté un œil, face aux options de desserts bio, importés, et préparés à la main de tante Linda, disposés comme dans la vitrine d'une pâtisserie. Je l'ai suivie à l'intérieur, j'ai fermé la porte, et je suis resté dans le couloir sombre pendant une seconde, incertain de ce que je devais faire de cet étrange mélange de colère et de tristesse qui s'installait dans ma poitrine. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était même pas de la satisfaction. C'était un deuil. Le deuil de quoi ? Je n'en étais pas sûr. L'illusion d'avoir une famille, peut-être. Les années que j'avais passées à espérer qu'un jour, je ferais partie des leurs. Je pensais que le succès comblerait le fossé. Il s'avère qu'il l'a juste rendu plus large. Les jours qui ont suivi ont été tendus, mais pas pour les raisons que j'imaginais.
Brandon n'a pas cherché à me contacter. Tante Linda non plus. Même pas un message hypocrite du genre « il faut qu'on parle », ni un coup de téléphone de pure forme pour essayer de recoller les morceaux. Au lieu de cela, le silence s'est prolongé, bruyant, délibéré, et pesant. Puis, les rumeurs ont commencé. Tout a débuté avec un cousin, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, m'envoyant la capture d'écran d'une conversation de groupe. Un des amis de Brandon avait apparemment commencé à faire circuler une histoire, affirmant que j'avais falsifié la valorisation de mon entreprise. Un autre disait que j'avais acheté de faux abonnés et des bots pour gonfler ma présence sur LinkedIn. Quelqu'un d'autre prétendait que je faisais l'objet d'une enquête pour fraude, bien que personne ne puisse expliquer par qui. J'ai ri, au début. Vraiment, parce que c'était tellement gros. Mais ensuite, ces rumeurs ont commencé à s'infiltrer dans mon milieu professionnel. Un ancien collègue m'a envoyé un email, « Salut mec, quelqu'un m'a transféré un message bizarre disant que ta boîte n'est pas clean. Tu devrais peut-être y jeter un œil. » Un investisseur m'a contacté, je voulais juste confirmer. Tout est en règle, n'est-ce pas? On entend quelques bruits de couloir. C'est là que j'ai arrêté de rire. J'ai lancé un audit interne, j'ai demandé au service juridique de vérifier 3 fois tous nos documents, et notre équipe de relations publiques a préparé une réponse officielle, au cas où quoi que ce soit fuiterait dans les médias. Cela n'est pas arrivé. Mais l'énergie qu'il a fallu déployer, juste pour garder une longueur d'avance sur un mensonge, était épuisante. Je n'avais même pas besoin de preuves pour savoir d'où ça venait. Le timing, le vocabulaire, le ton, tout désignait Brandon. Il n'avait peut-être pas tapé les mots lui-même, mais je n'avais aucun doute sur le fait qu'il avait donné le feu vert à quelqu'un, pour me salir discrètement depuis les coulisses. Le fait est que, quand on grandit avec des gens comme Brandon, on apprend comment ils opèrent. Ils n'affrontent jamais directement. Ils rongent lentement, subtilement, juste assez pour semer le doute. Juste assez pour vous faire passer pour quelqu'un d'instable ou de peu digne de confiance, sans jamais se salir les mains. Et, pendant un temps, ça a marché. Nous avons perdu un accord de partenariat. Un gros. Un client que nous travaillions depuis près d'1 an est soudainement devenu distant. Aucune explication, aucun suivi, juste un silence radio. Ce fut le moment où j'ai craqué. Je me souviens d'être assis seul dans mon appartement, mon véritable appartement, celui que personne dans la famille n'avait jamais vu. Avec les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre, et mon ordinateur ouvert sur le brouillon d'un email vierge, je l'ai fixé pendant près d'1 heure. Je pensais, est-ce que je rends ça public? Est-ce que je l'affiche au grand jour? Est-ce que je publie nos états financiers, en montrant les chiffres et les noms? Mais au fond de moi, je savais autre chose. C'est ce qu'il aurait fait, lui. Il aurait fait du bruit, semé le chaos, transformé ça en spectacle. Mais je n'étais pas lui. J'étais fait d'un autre bois. Alors, j'ai supprimé le brouillon, et j'ai recommencé à zéro. Pas l'entreprise. Nous étions solides, même avec ce bruit de fond. Mais moi. Mon état d'esprit, ma propre valeur. J'ai fait une pause avec les réseaux sociaux, et j'ai supprimé l'application LinkedIn de mon téléphone. J'ai arrêté d'actualiser mes emails comme si ma santé mentale en dépendait. Je suis parti faire de longues promenades sans mes écouteurs. J'ai recontacté d'anciens mentors, non pas pour faire du réseau, mais juste pour discuter. J'ai passé plus de temps avec ma mère, je l'ai aidée dans son jardin, et j'ai préparé le dîner sans vérifier Slack toutes les 10 minutes. Lentement, j'ai retrouvé la version de moi-même que j'aimais. Pas celle qui courait après l'approbation des autres. Pas celle qui rivalisait en secret avec un cousin qui ne jouait jamais à la loyale. Juste moi. Je dirigeais toujours la boîte, bien sûr. Mais j'ai arrêté de la laisser me définir. J'ai commencé à travailler sur un nouveau projet en secret, quelque chose de plus petit, de plus personnel. Une plateforme pour aider les entrepreneurs de première génération à accéder à des outils et à du mentorat, sans payer des milliers d'euros pour des webinaires ou des bootcamps. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas levé de fonds. Je l'ai simplement construit. Les soirs, les week-ends, entre 2 réunions. Discrètement, comme on plante des graines que personne d'autre ne peut voir. Un jour, ma mère est entrée dans mon bureau avec 2 tasses de thé, et m'a dit, « Tu as l'air plus léger. » J'ai levé les yeux de mon écran. Plus léger? Elle a hoché la tête. Comme si tu portais un poids en moins. J'y ai réfléchi.
Peut-être que je porte juste des choses différentes, maintenant. Elle a souri. Tant mieux. Laisse Brandon porter le reste. Le fait est que je n'avais pas prononcé son nom depuis cette fameuse soirée. Elle non plus. Pas une seule fois. C'était comme si nous avions tous les deux convenu, sans le dire, qu'il n'avait plus sa place dans nos esprits. Mais la vie, bien sûr, avait d'autres plans. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation. Une vraie carte imprimée, sur du papier épais, avec des lettres en relief. Fête de fiançailles, Brandon et Alina. Organisée dans un vignoble privé. Code vestimentaire, tenue de soirée. J'ai cligné des yeux. Alina. Ce nom réveillait quelque chose. Puis je me suis souvenu, c'était la fille dont Brandon s'était vanté au dernier Thanksgiving. Mannequin à mi-temps, classe mais pas coincée, avait-il dit. Elle sait faire tapisserie et tenir une conversation. J'ai jeté l'invitation sur mon bureau et je n'y ai pas prêté plus d'attention, jusqu'à ce que la deuxième carte arrive, quelques semaines plus tard. Nous adorerions te voir là-bas, cousin. Laissons le passé derrière nous. Brandon. Écrit à la main. Je l'ai fixé longuement. Quelque chose dans le ton semblait faux. Trop empressé, trop lisse. J'ai vérifié l'adresse de l'expéditeur. Ce n'était pas juste un vignoble au hasard. C'était le même que mon entreprise était en train de repérer, pour une potentielle retraite client. Je n'en avais parlé à personne. Une coïncidence? Peut-être. Mais, en ouvrant ma boîte mail plus tard dans la journée, j'ai trouvé un message transféré. L'un de mes fournisseurs avait été contacté par quelqu'un se disant de mon équipe, demandant des comparatifs de prix, et des détails sur les coulisses de notre processus d'organisation d'événements. Le nom sur l'email, Brandon Klein. Pas de titre, pas d'explication, juste un nom. La fournisseuse n'avait pas répondu. Elle trouvait ça étrange, et voulait s'assurer que ce n'était pas moi. Et, d'un coup, j'ai su que cela n'avait rien à voir avec une réconciliation. Ce n'était pas une question de paix. C'était une question de contrôle. Brandon essayait de pêcher des infos pour me saboter, ou peut-être juste pour voir jusqu'où il pouvait pousser, avant que je ne réplique. Mais il avait commis une erreur. Il m'avait invité dans son monde. Et pour la première fois, je n'allais pas y entrer dans la peau de l'outsider. J'allais y entrer en tant qu'homme ayant bâti un empire, pendant qu'il regardait ailleurs. Mais je n'ai pas répondu à l'invitation. Pas tout de suite. Car la prochaine manœuvre devait être prudente, calculée, et nette. Brandon voulait que je sois dans son histoire. Il n'avait aucune idée que j'étais en train d'écrire la mienne. L'invitation est restée sur mon bureau pendant une semaine entière, avant que je n'y touche à nouveau. Je l'avais laissée là exprès, juste à côté du croquis de mon nouveau prototype. Une carte, épaisse et glacée, me mettant au défi de retourner dans ce même cercle, qui s'était moqué de mon ambition pendant des années, et qui prétendait maintenant que c'était de l'histoire ancienne. Il n'y avait plus d'histoire, juste des ruines. Et Brandon agissait comme s'il n'avait pas passé ces derniers mois à craquer des allumettes dans mon dos. Mais je n'étais plus en colère. Pas de cette manière brûlante et sauvage, qui donne envie de frapper un mur ou de hurler au volant de sa voiture. Non, c'était plus froid, plus concentré, comme un objectif d'appareil photo qui fait la mise au point. Brandon venait de m'offrir quelque chose dont il ignorait la valeur, une ouverture. Et, si je jouais bien le coup, je n'allais pas seulement tourner la page. J'allais réécrire le scénario familial. Maman était hésitante, bien sûr. Quand j'ai mentionné avec désinvolture que je pourrais me pointer à cette fête, elle a posé sa tasse de thé et a demandé « Pourquoi voudrais-tu retourner dans ce cirque ?» Je n'y retourne pas, ai-je répondu. J'y fais une entrée. Elle a plissé les yeux. Et pour y faire quoi, exactement? Regardez, ai-je dit. Écoutez. Récolter des données. Elle m'a lancé ce regard qu'elle me réservait quand j'essayais de la convaincre que je ne piquais pas de biscuits avant de dormir. Mais elle n'a pas insisté. Elle me connaissait assez bien pour savoir que je préparais quelque chose. Et c'était le cas. Voyez-vous, Brandon m'avait toujours sous-estimé. C'était son point faible fatal. Il pensait que je n'étais qu'un codeur débrouillard, qui avait eu de la chance. Il ne connaissait pas la version de moi qui avait passé des années à négocier des contrats avec des entreprises de plusieurs millions d'euros, à gérer des audits avec des requins en costume, ou à enchaîner des journées de 18 heures pour corriger une faille critique avant un lancement mondial.
Il n'avait jamais vu ce côté de moi, parce que je ne le lui avais jamais permis. Jusqu'à maintenant. La première chose que j'ai faite a été de me renseigner sur le lieu. Le vignoble était haut de gamme, sans aucun doute, mais ce n'était pas un domaine inaccessible réservé aux célébrités. C'était une marque de prestige, qui se donnait des airs exclusifs, mais qui avait des failles. Je connaissais la responsable des événements par une vieille amie de fac, quelqu'un que j'avais aidé à concevoir un système de caisse pour restaurant des années auparavant, quand je prenais des missions en freelance juste pour payer mon loyer. Un coup de fil plus tard, j'avais un œil sur la liste des invités, les plans de salle, le planning du traiteur, et surtout, l'installation audiovisuelle. Je lui ai dit que je repérais les lieux pour une retraite d'entreprise dans la tech, et je lui ai demandé si elle avait des protocoles de sécurité pour des lancements privés. Elle m'a envoyé la plaquette complète. Brandon n'en avait aucune idée. Ensuite, est venue la phase 2, réécrire le récit. Je savais que, dans l'esprit de Brandon, j'étais toujours le paria. Le cousin de l'informatique qui a eu un coup de bol, et qui a surréagi à Thanksgiving. Ce qui signifiait que sa version de l'histoire, celle qu'il servait probablement à la famille entre le fromage et le vin, le dépeignait comme l'hôte indulgent, essayant de faire la paix. Je devais renverser cette situation, mais pas en l'affrontant. Non, ça n'aurait fait que nourrir son addiction au drame. Au lieu de ça, j'ai commencé à me montrer, par petites touches, là où il s'y attendait le moins. J'ai participé à un panel sur l'entrepreneuriat numérique, lors d'un événement d'anciens élèves d'une université, un événement où il était censé assister, mais pas parler. Je me suis fait inviter à la dernière minute, j'ai fait un discours d'ouverture, et je ne lui ai pas adressé la parole. J'ai simplement laissé mon nom résonner dans la salle, pendant que les gens prenaient des selfies et me demandaient des conseils. J'ai publié une tribune dans un grand médiathèque, traitant du succès discret et de la valeur de construire sans chercher la validation des autres. C'était un clin d'œil subtil aux dynamiques familiales, au népotisme, et à la résilience. L'article est devenu à moitié viral. Quelques membres de ma famille élargie l'ont même partagé sur Facebook, avec des commentaires du genre « Si fier de notre Ryan », manifestement ignorant du sous-texte voilé. Puis, il y a eu ce podcast tech. Un créateur montant m'a demandé de faire une interview approfondie, sur la façon de passer de 0 à plusieurs millions, sans financement extérieur. J'ai accepté. J'ai raconté mon histoire, j'ai omis les noms, mais j'ai parsemé chaque anecdote de suffisamment de détails pour que quiconque connaissant la famille reconnaisse de qui je parlais. Ça vous est déjà arrivé d'être invité à un dîner où tout le monde mange des steaks dorés à la feuille d'or, et où vous avez ramené des lasagnes dans un Tupperware, ai-je plaisanté à un moment donné. Ouais, c'est là que j'ai su qu'il fallait que je construise ma propre table. L'extrait a explosé sur le net. Brandon n'a pas réagi, mais je savais qu'il l'avait vu. Il était trop vaniteux pour ne pas surveiller ça. À une semaine de la fête, les pions étaient en place. Mon équipe juridique avait finalisé les papiers de ma nouvelle start-up. La plateforme de mentorat, dont le nom de code était NorthNode, était prête pour un pré-lancement. Nous allions intégrer 50 utilisateurs issus de milieux défavorisés, avec un accès gratuit à des outils qui coûtaient des centaines d'euros ailleurs. Je n'avais pas besoin d'en tirer profit. C'était conçu pour avoir un impact, et c'était personnel, parce qu'au fond, j'avais toujours voulu créer la chose que je n'avais jamais eue. Un tremplin pour les gamins qui n'étaient pas nés avec le kit de démarrage d'un Brandon. Mais le vrai coup de maître, ce fut quand j'ai fait intervenir mon vieil ami, Milo. Milo avait été mon premier véritable partenaire commercial, à l'époque où j'essayais encore de comprendre comment faire une facture. Il était bruyant, charismatique, et dirigeait aujourd'hui une agence de relations publiques très pointue. Il me devait une faveur de longue date, après que je l'ai sorti d'un partenariat désastreux dans les crypto-monnaies. Ce que tu veux, m'a-t-il dit au téléphone. Tu veux que je débarque à la fête déguisé en magicien? Que je monte un faux scandale? Rien d'aussi salissant, ai-je ri. J'ai juste besoin d'un projecteur. Je lui ai donné les détails, la date, l'heure, la liste des invités, et un nom très précis. Le patron de Brandon. Il s'avérait que Brandon n'était pas aussi entrepreneur qu'il aimait le prétendre. Il avait gonflé son rôle actuel pour lui donner plus de prestance. Consultant stratégique, quoi que cela veuille dire. Mais, selon les recherches de l'équipe de Milo, il s'accrochait à un poste dans une entreprise de taille moyenne, qui essayait de percer dans l'IA. Et le PDG de cette boîte, Milo avait travaillé avec lui sur le lancement raté d'une application, un an plus tôt. Amène-le comme accompagnant, ai-je dit.
C'est comme si c'était fait, a répondu Milo. Tu es sûr de vouloir faire ça? J'en suis sûr. Ce vendredi-là, j'ai reçu la confirmation finale que j'attendais. Le vignoble était prêt. L'équipe de Brandon avait demandé du matériel audiovisuel supplémentaire pour une présentation. Je savais ce que ça impliquait. Un diaporama, probablement des photos de lui et Alina ayant l'air parfait. Peut-être un toast, peut-être de la vantardise professionnelle, une occasion d'impressionner son monde, et une occasion, pour moi, de tout détourner. Mais pas avec du chaos. Avec une clarté limpide. J'avais un dernier coup de fil à passer. Salut mec, ai-je dit en appelant un de mes anciens contacts, datant de mes passages en incubateur de start-up. Tu as toujours accès à ces mini-projecteurs portables? Le genre super discret. Carrément, m'a-t-il répondu. Tu as un événement? Un truc dans le genre. Le samedi est arrivé, comme un enroulement de tambour. Je portais un costume gris anthracite sur mesure. Net, minimaliste, élégant. Pas de montre tape à accent grave l'œil. Pas d'étiquette de créateur hurlant pour attirer l'attention. Juste de la confiance. Le genre de confiance qui n'a pas besoin de permission pour entrer dans une pièce. Quand je suis arrivé, le lieu bourdonnait d'activité. Les flûtes de champagne teintées sous des lustres dorés, suspendues entre les treillis des vignes. Les invités déambulaient dans une élégance décontractée et savamment étudiée, riant tous un peu trop fort, et s'étreignant comme s'ils venaient de signer des contrats à 1 million d'euros. Brandon était au centre de tout ça, évidemment. Bronzé, souriant, le bras posé sur Alina comme sur un trophée humain. Il m'a repéré en quelques secondes. Son visage s'est crispé, mais juste un instant. Puis il s'est approché, un sourire aux lèvres. « Ryan » a-t-il dit, la voix juste assez forte pour que le petit groupe voisin l'entende. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Je suis juste là pour célébrer », ai-je répondu, adoptant le même ton. « C'est sympa », a-t-il ajouté en se penchant. « Je vois que tu as enfin compris comment porter de vrais costumes, hein. » J'ai souri. « Et je vois que tu as enfin compris comment inviter les gens. » Il a tressailli, à peine, puis s'est éloigné. Pendant l'heure qui a suivi, je me suis mêlé aux autres, poli, distant, à observer, et à attendre. À 20h20, les lumières ont baissé. Brandon a pris le micro. « Merci à tous d'être là », a-t-il déclaré. Ce soir n'est pas seulement question d'amour. C'est question d'héritage. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Il a poursuivi sur le travail acharné, la vision, le sacrifice. Sur le fait que construire quelque chose de vrai demande du cran, et que lui et Alina prévoyaient de lancer une nouvelle entreprise, dans la technologie immobilière, de toutes choses. Et qu'ils étaient toujours à la recherche de partenaires stratégiques. Puis le diaporama a commencé. Des photos, des logos, des termes compliqués qui ne voulaient rien dire. Une diapositive montrait même une maquette de plateforme, qui ressemblait étrangement à Northnode. J'ai fixé l'écran, et j'ai compris qu'il l'avait volé. Ou, du moins, qu'il avait essayé. Le code était différent. Le design aussi. Mais le déroulement, la structure, l'objectif. C'était à moi. La fournisseuse que j'avais surprise en train de fouiner, quelques semaines plus tôt, avait dû divulguer assez d'informations pour que Brandon puisse bricoler un faux pitch. J'aurais dû être furieux, mais à la place, je me sentais parfaitement calme. Parce que c'était parfait. Il s'apprêtait à voler trop près du soleil, et c'est moi qui tenais les allumettes. La salle a de nouveau été plongée dans le noir, alors que Brandon passait à la dernière diapositive, une maquette spectaculaire de sa nouvelle plateforme. Un logo a clignoté à l'écran, un design maladroit, à moitié terminé, qui semblait avoir été bricolé par quelqu'un croyant que Canva fait de vous un graphiste. Le slogan en dessous disait « Donnez le pouvoir aux jeunes visionnaires, libérez le potentiel. Le futur, c'est maintenant. » J'ai failli rire. Pas à cause du message, mais parce que la mise en page, la structure, l'ensemble, était copié d'un document de présentation interne de Northnode, que je n'avais partagé qu'avec exactement 3 personnes, dans un dossier protégé par mot de passe. Voilà qui confirmait mes soupçons. Brandon ne faisait plus seulement semblant. Il volait. Et, maintenant, il le faisait sur un écran de projection, devant 100 invités, dans un vignoble rempli d'influenceurs locaux, d'investisseurs de la tech, et d'un PDG qui pensait déjà que Brandon était un escroc.
ce même PDG qui, à ce moment précis, se tenait au fond de la salle avec Milo, chuchotant quelque chose en secouant lentement la tête. Brandon parlait toujours. J'ai toujours cru qu'il fallait avancer avec une vision, avec un but. Et, quand Alina et moi nous sommes assis pour esquisser cette idée, nous savions que nous tenions quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait changer le monde. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, et j'ai cliqué sur le bouton de la télécommande. Je l'avais synchronisé avec le second projecteur de la salle, celui que mon contact avait discrètement branché, plus tôt dans la journée, derrière l'écran principal. L'écran derrière Brandon est soudainement devenu noir. Il s'est arrêté, confus. Puis, une nouvelle diapositive est apparue. Un fond d'un blanc immaculé, et une seule phrase, en caractères gras et noirs, voici à quoi ressemble une vraie vision. Des halètements, des murmures, quelques rires. Brandon s'est retourné. C'est quoi ce? Avant qu'il ne puisse finir, l'écran a de nouveau changé. Diapositive 1. Un fil de mails horodaté, provenant de ma propre boîte de réception, avec pour objet, accès prototype NorthNode, confidentiel. Diapositive 2. Le design original du tableau de bord de NorthNode, côte à côte avec celui que Brandon venait de présenter. Diapositive 3. Un paragraphe surligné, issu d'un accord de confidentialité, signé par le fournisseur qui avait divulgué les informations, et par un certain C.E. Danner, le colocataire d'université de Brandon. Diapositive 4. Une liste d'adresses IP connues, ayant accédé sans autorisation à notre portail de développement. L'une d'elles correspondait à un réseau Wi-Fi nommé Brandon Omnet 5G. Et enfin, diapositive 5. Un extrait vidéo de moi, filmé tout juste 2 semaines plus tôt, lors d'une des premières sessions d'intégration de NorthNode. Dans la vidéo, je disais, nous ne nous contentons pas de construire des outils. Nous construisons des échelles pour les gamins à qui on a toujours dit qu'ils n'avaient pas le droit de grimper. Le silence. Un silence lourd, qui résonnait. Brandon était pétrifié, la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux écarquillés. Il tenait toujours le micro, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Puis Milo s'est avancé, bruyant, sûr de lui, et charismatique. « Mesdames et messieurs », a-t-il lancé avec un grand sourire. « Désolé pour cette présentation surprise, mais nous avons pensé que vous méritiez de voir le vrai futur. » Il a fait un geste vers moi. « Voici Ryan Klein, fondateur et PDG de NorthNode. Sa plateforme aide déjà de jeunes entrepreneurs sur 3 continents. Pas de faux documents, pas de design volé, juste de l'impact. Un vrai impact, mesurable. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement croisé le regard de Brandon à travers la pièce. Il a essayé de parler. Attendez, ce n'est pas, mais personne n'écoutait, parce que maintenant, les gens chuchotaient, pointaient du doigt, et sortaient leur téléphone. Puis, la voix qui a définitivement scellé l'affaire s'est fait entendre. Le patron de Brandon. Il s'est avancé lentement, tenant un verre de vin rouge, comme s'il s'apprêtait à porter un toast. J'avais mes doutes, a-t-il dit, la voix posée mais sévère. Mais ça, c'est d'un tout autre niveau. Brandon s'est tourné vers lui, suppliant. Monsieur, je ne savais pas. Quelqu'un a dû m'envoyer ce document. Je pensais que c'était juste une référence. Le PDG a levé la main. Ne dites rien. Ne dites vraiment rien. Il s'est tourné vers Milo. Puis-je vous parler, avouez à Monsieur Klein, à l'extérieur. Milo a fait un clin d'œil. Bien sûr. Alors que nous passions tous les 3 devant Brandon, je me suis arrêté. Au fait, lui ai-je dit doucement, en me penchant pour que lui seul puisse entendre. Tu devrais sans doute arrêter d'utiliser les Wi-Fi publics pour voler du code. Il m'a dévisagé, abasourdi. Je n'ai pas attendu sa réponse. Dehors, sous les lumières des vignes, l'air sentait le raisin et l'essence. Le PDG m'a serré la main. Sacré coup, là-dedans. J'ai haussé les épaules. J'étais juste fatigué d'être poli. Je respecte ça. Il a sorti une carte de visite. Si jamais vous cherchez des partenaires pour un rachat. Des vrais. Appelez-moi. J'ai hoché la tête. J'y réfléchirai. Milo a gloussé. Ça s'est encore mieux passé que prévu. Je n'ai pas terminé, ai-je répondu,
car les véritables retombées n'avaient pas encore commencé. Dès le lendemain matin, la vidéo de l'incident au vignoble circulait sur les stories Instagram et sur Twitter. Quelqu'un avait filmé le moment précis où l'écran avait changé. Un autre avait zoomé sur le visage de Brandon, au moment où la diapositive de l'adresse IP était apparue. Un blog tech l'a relayé avant midi. Le dimanche, le profil LinkedIn de Brandon était désactivé. Le lundi, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était prudente. « Ryan, avais-tu vraiment besoin d'aller aussi loin ?» J'ai pris une grande inspiration. Peut-être pas. Mais il n'allait pas s'arrêter, maman. Pas avant d'avoir cassé ce que j'avais construit. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, ce n'est pas toi qui l'as brisé. Il l'a fait lui-même. Et elle avait raison. Brandon n'avait pas seulement perdu un emploi ou une réputation. Il avait perdu la seule chose sur laquelle il avait bâti son identité. L'illusion du succès, ce personnage soigneusement mis en scène, cette performance perpétuelle. Et sans ça, il n'était plus qu'un type en costume, qui n'avait plus rien à dire. 3 semaines plus tard, j'ai officiellement lancé Northnode. Nous avons eu droit à des articles dans la presse. Des investisseurs m'ont contacté. J'ai décliné la plupart de leurs offres. Je voulais garder les choses simples. Je voulais que ça reste à moi. Maman est venue au lancement. Elle portait son plus beau manteau. Elle a pleuré, quand elle a vu le premier cercle de mentorat se former autour d'un groupe d'adolescents issus d'écoles de quartiers défavorisés. « C'est donc ça, ce que tu faisais toutes ces nuits ?» a-t-elle demandé, en essuyant ses larmes. « Ouais », ai-je répondu. C'est ce que je bâtissais, pendant qu'il regardait ailleurs. Je n'ai jamais revu Brandon après cette soirée. Mais j'ai entendu dire qu'il avait essayé de postuler dans un incubateur de start-up, quelques villes plus loin. Il n'a pas été pris. Apparemment, l'un de ceux qui lui faisaient passer l'entretien était présent au vignoble ce soir-là. Le monde est petit. C'est drôle comme les choses se goupillent. On grandit en pensant que la meilleure des vengeances, c'est de leur prouver qu'ils ont tort. Mais ce n'est pas vrai. La meilleure des vengeances, c'est de prouver qu'on a raison, et de les laisser s'étouffer dans le silence qui s'ensuit. Parce que je n'ai pas seulement bâti une entreprise. J'ai bâti un héritage. Un héritage qu'ils ne pourront jamais copier.